Bonjour à tous, nous sommes le 21 octobre 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les grandes lignes de l'actualité de ce jeudi. Et je vous rends hommage à Madame Fadoun Ahmed Habane. Dans l'actualité, troisième journée de la conférence sur le travail, l'emploi, la migration de main-d'œuvre. Et enfin, en Libye, une conférence internationale pour consolider la transition à l'approche des élections du 24 décembre. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Et nous entamons ce journal par ce magazine de la rédaction sur le parcours de feu Fadoun Ahmed Habane. La suite avec Ali Abdillahi. On a perdu une des figures de proue de l'indépendance nationale. Hadja Fadoun Ahmed Habane a été rappelé à Dieu lundi 18 octobre à Djibouti. Hadja Fadoun Ahmed Habane, une des figures emblématiques de la mobilisation féminine pour notre indépendance nationale. La défunte n'est autre que l'épouse du pionnier de l'indépendance du pays, feu Mahmoud Harbi. Les Djiboutiens et les Djiboutiennes se souviendront longtemps de la défunte pour ses vertus multiples, notamment de sa résilience face aux aléas de la vie et son patriotisme hors norme. Citoyenne modèle, elle aura beaucoup œuvré aussi en faveur du renforcement du statut de la femme djiboutienne dans notre pays, notamment au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, dont elle fut l'une des figures de proue. Elle a été également l'une des premières vice-présidentes de l'UNFD. Connue pour son intégrité et son amour indéfectible pour son prochain, la défunte laisse derrière elle une fille, 5 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Les messages de condoléances affluent à la rédaction de la radio-télévision de Djibouti. En effet, le président de la République et la première dame ont tous deux salué la mémoire d'une femme modèle. Le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pour sa part loué les vertus multiples de la défunte Hadja Fadoun Ahmed Habane. Les funérailles de la défunte ont lieu en face du Brico-Discount derrière Cité Saoudi. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous l'annonçais en début de journal, la troisième journée de la conférence de l'IGAD sur le travail, l'emploi, la migration de main-d'œuvre s'est ouverte ce matin sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement. Cette conférence, qui revêt un caractère significatif, a été rehaussée par la participation du ministre du Travail, des membres de l'IGAD, des partenaires sociaux qui résident à Djibouti avec la participation de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Au cours de ces 3 jours, une problématique, celle du travail, l'emploi et la migration. Cette réunion ministérielle s'est penchée tout d'abord sur ces questions et les voies et moyens d'améliorer la coordination et les actions visant à renforcer la collaboration régionale sur les questions de travail et d'emploi. Aujourd'hui, il faut rappeler que les membres de l'IGAD, qui enregistrent une forte croissance démographique, font face à des défis structurels liés notamment à la création d'opportunités d'emploi. Pour pallier donc à cette problématique et mieux lutter contre la pauvreté, l'inadéquation entre la demande et l'offre de main-d'œuvre, la faiblesse du système d'information sur le marché du travail, l'emploi précaire et informel, souvent cités comme les principaux défis économiques nationaux de la région. Dans une perspective plus large, il convient de noter que cette conférence consiste à améliorer les opportunités de travail, réglementer la main-d'œuvre de travail décent dans les cadres des pays de l'IGAD grâce au développement du modèle d'intervention dans le contexte plus large du processus d'intégration régionale. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre le mot du coordinateur du système des Nations Unies. Droite ligne des efforts de l'Union africaine à travers la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la région de l'IGAD, en tant que l'une des communautés économiques régionales et ses États membres, ont pris des mesures importantes pour faire progresser l'intégration
régionale dont la libre circulation des personnes est un pilier essentiel. À cet égard, je voudrais féliciter l'IGAD d'avoir adopté le protocole sur la libre circulation des personnes dans la région de l'IGAD lors de sa 72e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Sa mise en œuvre jouera un rôle clé dans la facilitation de la libre circulation des personnes, l'intégration régionale, le commerce et l'investissement dans la région. Mesdames, Messieurs, malgré une croissance économique forte enregistrée dans l'ensemble de la région, elle ne s'est pas encore traduite par la création suffisante d'emplois durables. Les marchés du travail ont du mal à absorber chaque année un grand nombre de candidats à l'emploi. L'absence d'une base économique diversifiée, un accès limité à l'éducation, à des formations qualifiantes adaptées aux besoins de main-d'œuvre, ainsi que l'absence de la protection de base excluant de nombreux jeunes et de travailleurs la pleine participation à la croissance économique et au développement de leur communauté et de leur pays. Cette situation explique en grande partie la migration de tant de jeunes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi vers d'autres régions, où la demande de travailleurs dans des secteurs spécifiques et dans des conditions plus décentes et plus dynamiques. Et quant au ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, il a rappelé le but de la mise en place d'une plateforme de consultation pour le ministre du Travail des pays de l'IGAD et la validation des lignes directrices de l'IGAD sur les accords bilatéraux de travail produits dans le cadre du projet IGAD-OIT sur la libre circulation de personnes. Nous écoutons le ministre du Travail. Cette rencontre qui se tient dans un contexte particulier où l'épidémie de la Covid-19 perdure dans la plupart de nos pays, nous rappelle à suffisance que notre sous-région est décidément bouleversée par la pandémie et que nous devons nous adapter aux nouvelles circonstances pour construire un monde de travail plus résilient grâce au développement durable, au travail décent, à l'emploi productif et à l'inclusion sociale. À travers cette initiative, nous sommes amenés à redoubler d'efforts et à créer une nouvelle dynamique autour d'une vision de responsabilité et de solidarité. C'est une invitation à traduire dans les faits nos politiques publiques en matière d'emploi et à être conformes à nos feuilles de route gouvernementales qui expriment nos positionnements par rapport à la promotion de l'emploi. Et de fait, à Djibouti, nous avons fait le choix d'accorder la priorité des priorités à l'emploi et à la mise en place d'une coalition multipartite pour le contrat social, pour le contrat national de confiance pour l'emploi initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, je note avec plaisir le caractère solennel de cette conférence qui témoigne de la haute importance que revêt cette problématique et offre à notre jeunesse de meilleures perspectives d'emploi. Un mouvement est lancé et la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour du présent événement nous conforte quant à l'indispensable soutien de chacun pour affronter cette question d'emploi des jeunes devenue un phénomène mondial. Et prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a tout d'abord rappelé le but premier de la mondialisation. C'est un réel plaisir pour moi de parrainer un événement qui réunit tous les pays frères de l'IGAD afin de discuter, d'échanger et de trouver des solutions ensemble sur une thématique ô combien importante pour l'avenir de nos concitoyens de l'IGAD et de l'Afrique de façon générale. Parler du travail et de l'emploi revient de façon substantielle à parler de la problématique du chômage. Le chômage est un problème de développement multidimensionnel
qui doit être résolu à travers des partenariats multipartites pouvant s'attacher à développer des solutions holistiques pour relever les défis importants du chômage, en l'occurrence chez les jeunes. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en l'absence d'espoir pour leur avenir, les jeunes Africains deviennent la proie facile des groupes terroristes ou des trafiquants d'êtres humains qui leur promettent l'Eldorado et ils finissent par périr. À ce sujet, je n'ai pas vu des chiffres de cette situation dans la note conceptuelle de cette conférence. Toujours est-il que c'est un paramètre à ne pas négliger. Je suis sûr que l'expertise en tiendra rigueur pour proposer les différentes recommandations. En parlant des recommandations, comme vous le savez sûrement, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine, nous avons affirmé notre volonté d'éliminer le chômage des jeunes, hommes et femmes, de garantir le plein accès des jeunes à l'éducation, à la formation et aux compétences à la technologie, aux services de santé et aux opportunités économiques. Nous nous sommes engagés également de leur apporter les moyens financiers et les ressources nécessaires pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel. J'évoque effectivement ces résolutions parce que chaque pays que vous représentez ici s'est lancé depuis lors sur des réformes institutionnelles, juridiques et organisationnelles pour rendre efficients et effectifs ces engagements. C'est pourquoi, depuis mai 2021, nous avons à Djibouti réorienté et élargi les missions du ministère du Travail en mettant l'accent sur la protection sociale par le biais du mécanisme de la formalisation. Bien que ces mesures ont été accompagnées à la mise en place des programmes à caractère palliatif et complémentaire, tels sont les cas des politiques de formation professionnelle, des professionnels politiques, des créations d'emplois par les travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre et politiques de promotion de l'emploi autonome sont autant d'interventions qui ont connu un essor considérable à Djibouti. Je suppose que les mesures sont similaires dans vos pays respectifs. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On reviendra dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière de l'Asr et nous poursuivons avec cette signature d'une convention de partenariat. C'est un grand pas pour le Fonds de garantie de Djibouti. Hier, la délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, accompagné de notre ambassadeur en Turquie, Aden Hussein Abdullahi, ont eu une rencontre avec le Fonds de garantie turc. Objectif étant la signature d'une importante convention de partenariat. Cette signature et le partage d'expériences, sachant que le fonds de garantie turc est opérationnel depuis plus d'une trentaine d'années, contre 2 petites années pour notre fonds de garantie. Cette convention de partenariat signée avec le fonds de garantie turc va nous permettre de développer essentiellement la partie finance islamique et le pourquoi pas donc améliorer le modèle que nous proposons actuellement aux banques conventionnelles. Et nous allons à Tadjoura pour parler santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et sa délégation se sont rendus à Tadjoura dans le cadre d'une tournée de supervision de la campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19. Accueilli à sa descente du bateau par le préfet Hassan Dabali, le président du conseil régional, le ministre de la Santé a d'abord pris part à l'atelier de mise en place du comité transfrontalier de lutte contre la Covid-19 pour le corridor Tadjoura-Balhou. La mise en place de ce comité de coordination subnationale répond à la nécessité de faciliter la mise en œuvre des activités de lutte
approuvée tant sur le plan de la prévention que du contrôle dans cette zone. Grâce au soutien de l'IGAD et avec le financement de l'Union européenne, ce dispositif intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du coronavirus dans notre pays. Dans une allocution faite à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a rappelé la lourde tâche qui incombe aux membres du dit comité et l'importance d'une surveillance accrue et coordonnée à la frontière Balhou. En plus de l'IGAD, l'Union européenne et le ministre ont participé à cette journée. Et prenons la parole à cette occasion. Dr Ahmed Roblé Abdili a dans une intervention exhorté les Tadjouriennes et Tadjouriens de profiter pleinement de cette campagne en se faisant vacciner massivement. Donc, il faut comprendre que la vaccination, c'est pour tout le monde. Dans les autres pays, ils vaccinent jusqu'à l'âge de 12 ans. La vaccination, c'est même pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils vaccinent jusqu'à l'âge de 11 ans. Ils vaccinent de 11 ans jusqu'à 90 ans. Ils vaccinent. Ils vaccinent même les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Ça, c'est dans les autres pays. Mais nous, on va aller doucement. Nous avons voulu vacciner toutes les personnes majeures, adultes, à partir de 18 ans. Nous voulons aussi vacciner les femmes qui allaitent, mais dont les bébés a grandi déjà, plus de 6 mois. Alors, on vaccine qui? La vaccination, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Et on commence par qui? On commence par les personnes âgées, on commence par les gens qui ont des maladies. Donc il ne faut pas dire que moi je suis malade, vous êtes prioritaire même. Si vous avez le diabète, si vous avez le cholestérol, si vous avez le jaundice, c'est-à-dire l'hépatite, si vous avez les problèmes des reins, si vous avez n'importe quelle maladie, vous devez être en priorité d'abord. On commence par ces gens-là. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on appelle les personnes cibles. Ce sont les personnes qui sont avec une maladie associée. Donc ces gens-là doivent d'abord se vacciner. Donc il n'y a aucune raison. Et place cette fois au point de presse quotidien sur l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays. Point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. La pandémie de la Covid-19, nous enregistrons depuis quelques jours une baisse significative du nombre de cas, parallèlement à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées dans l'ensemble du territoire national. Continuons donc à nous mobiliser massivement pour la vaccination contre la Covid-19 pour que nous ne perdions pas encore un de nos proches. Concernant les données épidémiologiques, elles se déclinent ainsi. Nous avons 8 patients déclarés guéris, 662 tests réalisés et nous avons 6 cas positifs et nous n'enregistrons pas de décès. Ainsi, le taux de positivité est actuellement de moins de 1%, c'est-à-dire 0,91%. Quant au nombre de personnes vaccinées, il est de 54 667, soit 980 personnes vaccinées en 24 heures. Le bilan global de la situation de la pandémie Covid-19 depuis son début est de 232 662 tests réalisés, 13 429 personnes diagnostiquées positives, 13 169 personnes déclarées guéries et nous avons enregistré jusqu'à maintenant 181 personnes décédées. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Le ministère
commissaire délégué chargé de la décentralisation a organisé ce matin une réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales d'IADIL au Palais du Peuple. Cette réunion du comité de pilotage permettra de présenter les avancées réalisées au cours des 12 derniers mois et de développer ainsi des perspectives en termes d'activité. Pour rappel, le programme ADIL comporte 3 grandes composantes que sont l'amélioration du financement et du développement local, les appuis institutionnels nécessaires pour l'utilisation de ces ressources et l'atteinte des plateformes de performance de développement local et appui à la conduite et au pilotage global de la réforme à la décentralisation. L'ordre du jour de cette réunion est de voir l'état d'avancement des activités de l'ADIL. Avec lesquels nous cherchons à collaborer pour pouvoir établir ces plans de développement régionaux. Et enfin, on va vous expliquer un petit peu la démarche qui est en train d'être menée concernant l'étude sur les services publics en région. Parce que certes, ADIL est là pour accompagner la réalisation d'infrastructures dans les régions, mais nous avons aussi comme ambition et comme demande de la part des autorités djiboutiennes d'accompagner la structuration de services publics dans les conseils régionaux. Et donc après cela, comme l'a dit Fardouza, nous allons faire un point sur le suivi budgétaire du projet et puis vous présenter le plan d'action pour les mois à venir. Quant à la directrice de la perspective et du développement territorial, elle a rappelé que le programme ADIL est un projet d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Nous l'écoutons. ADIL est un projet d'appui au processus de la décentralisation et aux initiatives locales qui a débuté en janvier 2020 et qui va durer jusqu'en 2024 pour 4 années. Pour rappel, le programme ADIL comporte 3 grandes composantes qui sont composante 1, donc l'amélioration du financement du développement local par la mise à disposition des conseils régionaux des ressources d'investissement sous leur maîtrise d'ouvrage. Composante 2, les appuis institutionnels nécessaires pour l'utilisation de ces ressources et l'atteinte des performances en termes de développement local. Composante 3, enfin, l'appui à la conduite et au pilotage global de la réforme de la décentralisation. À ce stade, nous pouvons nous réjouir, entre autres réalisations, de la mise en disposition des fonds d'investissement aux conseils régionaux pour la réalisation des projets prioritaires pour 2020 et 2021, de la consolidation des conseils régionaux avec le renforcement de leur staff, avec la création de 3 postes, le poste de secrétaire général, le poste d'ingénieur et le poste d'assistant comptable. La révision des plans de développement régionaux, qui sera bientôt finalisée, Inch'Allah. Le renforcement des capacités pour l'ensemble des acteurs de la décentralisation. Et Inch'Allah, très prochainement, bien sûr, dès le dimanche, nous aurons les inaugurations qui vont commencer avec la région d'Ali Sabié. Le ministère délégué chargé de la décentralisation est résolu, sous l'impulsion de son ministre, son Excellence Qassim Haroun Ali, de redoubler d'efforts et de jouer pleinement son rôle afin de renforcer les capacités des conseils régionaux dans le cadre du projet ADIL. Et à l'issue de cette réunion, nous avons pu recueillir pour vous les impressions de certains participants. L'ensemble des membres éminents du comité de pilotage du grand programme ADIL. ADIL, ça veut dire programme d'appui au développement des initiatives locales pour les 5 régions, a eu lieu ce matin au sein du Palais du Peuple. Comme vous le savez, la République de Djibouti, à travers bien sûr l'ordonnateur national qui est le ministère des Finances, a signé un très grand programme ambitieux. L'objectif général et principal de ce programme, de ce financement, c'est comment favoriser le développement inclusif des régions. Comme vous le savez, la République de Djibouti connaît ces derniers temps un développement économique, un développement socio-économique spectaculaire qui est de l'ordre de 6,5 jusqu'à 7%, mais malheureusement, ce développement n'est pas inclusif. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce programme a vu le jour.
Donc ce programme comporte 3 volets, un volet de renforcement des capacités, un volet de renforcement des institutions et un volet d'investissement. Mais nous, en tant qu'élus et en tant que comptables devant le peuple qui nous a élus, parce qu'il faut savoir, nous sommes redevables devant la population qui nous a élus, ce qui nous intéresse, c'est ce développement inclusif tant recherché par notre pays. Donc nous mettons l'accent sur les investissements. Donc aujourd'hui, on est à la 2e réunion du comité de pilotage et heureusement, les investissements ont commencé dans toute la région et seront étalés sur 4 années. Petit à petit, par exemple, nous avons commencé des investissements de l'ordre en deçà de 5 millions, mais à partir de la fin de cette année, surtout au début de l'année 2022, c'est des investissements de l'ordre de 70 à 90 millions qui seront lancés dans toutes les régions. Et à l'instar du reste du monde, notre pays a célébré hier, 20 octobre, au Sunny Hill Center, la journée internationale des chefs cuisiniers. Cette journée a rassemblé le président du conseil régional d'Arta, Omar Bouh, le directeur du Sunny Hill Center, plusieurs jeunes étudiants, notamment en cuisine. Et cette journée célébrée chaque année, le 20 octobre depuis 2004, vise à sensibiliser le grand public aux réalisations, au mérite et à l'importance de tous ces hommes et femmes qui travaillent professionnellement en tant que cuisiniers. Elle a également pour but de rendre un hommage à tous les professionnels de la cuisine. Des journées internationales des chefs. On fait ça ensemble entre la direction et les chefs et les professeurs et les élèves. Et je vous souhaite que vous deveniez, Inch'Allah, un jour de grands chefs comme nous, que vous allez travailler bien dans les marchés locaux, dans les hôtels. Et je pense déjà les mentions complémentaires, ils ont déjà fini leur formation. Ils auront bientôt leur certificat et diplôme. Et ils vont bientôt, Inch'Allah, aussi aller travailler. Et comme il a dit Saïd, parmi eux, et le meilleur, ils vont travailler ici avec nous. Et les BTS, ils sont en 2e année. Et eux aussi, bientôt, ils partiront en stage pendant 2 mois. Et après, dès qu'ils reviendront, ils finiront l'année pour avoir leur diplôme de BTS. Et nous sommes là ici pour donner tout l'effort qu'on avait, partager toute l'expérience avec les élèves pour améliorer. On ne doit pas rester le seul chef à Djibouti. On doit partager l'expérience. On doit créer une famille. Et tout ça, c'est grâce au ministère de l'Éducation et au président de la République, son Excellence Mme Guélé, et la première dame. Et suivant cette réaction d'une apprentie cuistot au Sunny Hill Center. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du chef. Je suis complet par mon métier du chef et je remercie personnellement mon chef Salah, et chef Ibrahim. Ceux qui nous ont donné l'opportunité, primordiaux, monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur Mustafa, ainsi que notre directeur de formation, monsieur Mohamed Farah. Dans l'actualité internationale et en Libye, une conférence internationale pour consolider la transition à l'approche des élections. Tripoli a accueilli aujourd'hui, 21 octobre, une conférence de soutien à la stabilité de la Libye en présence de représentants de nombreux pays étrangers pour consolider le processus de transition à 2 mois d'une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays. Selon Tripoli, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary Di Carlo, le chef de la mission onusienne en Libye, Jean Ruby, participeront également à cette conférence internationale. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé hier qu'il participerait également des représentants de l'Italie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, de l'Algérie, de la Tunisie, du Tchad et du Soudan doivent également y assister. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.